Bonjour à tous, ici Joël Beauchamp-Monfette, nouvel animateur à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et aujourd'hui, on a toute une équipe en studio. Alors, on va commencer par, à la régie, la très fidèle Marie-Laurence Rowe. Allô Joël. Bonjour. On a aussi Xavier Spratt, nouveau chroniqueur, qui va nous parler de la communauté polonaise de Montréal. Bonjour. À ma gauche, on a Chloé Poitras-Raymond qui va nous parler de la mémoire des violences sexuelles lors de la Deuxième Guerre mondiale. Allô Joël. Et on termine en force avec notre chroniqueuse régulière Magali Lagu-Maltais qui va nous parler de la peste antonine. Eh oui, bonjour Joël. Ça commence ça fort. Ça commence tellement en puissance. Non, mais c'est correct. Il va falloir que je me fasse un nom un jour. On a aussi deux invités en studio cette semaine. Jean-Félix Aubé. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Raymond Desjardins. Bonjour. Donc, sans plus attendre, on va commencer par une anecdote, mais j'en profite pour vous rappeler que cette année, on encourage les gens à nous poser des questions sur la page d'Histoire de passer le temps. Si vous avez une question historique, quelque chose que vous aimeriez savoir, quelque chose que vous aimeriez vous faire expliquer, gênez-vous pas, écrivez-nous une question et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Cette semaine, comme il n'y avait pas de questions, j'ai décidé d'y aller avec une question faite moi-même. Qui est... Hey, est-ce qu'il y a un deuxième Maxime Bernier qui s'est présenté pour les élections fédérales? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui. J'ai tout vu ça. Ben oui, hein, on a vu ça. Donc, Maxime Bernier, candidat de son propre parti, le Parti populaire du Canada, s'est présenté dans le comté de Beauce pour les élections qui viennent dans quelques semaines. Mais... l'histoire s'arrête pas là parce que le Parti Rhinocéros du Canada a décidé de présenter son propre candidat qui porte le même nom, notre héros Maxime Bernier. Et décidant de prendre le taureau par les cornes, ils ont décidé d'y aller avec le slogan « Prends pas de chance, vote donc pour les deux ». Pas pire. Évidemment, ça rentre dans la plus pure tradition du Parti Rhinocéros. Pour faire un bref historique, le Parti Rhinocéros est fondé en 1963 et a une longue tradition de satire politique avec des promesses électorales qui font un sens, on va dire, discutable. Avec des promesses comme annexer les États-Unis pour en faire un 4e territoire, paver le Manitoba pour en faire le plus grand stationnement au monde, OK. déplacer les Rocheuses d'1 mètre vers l'ouest pour créer de l'emploi, et finalement, ma préférée, abolir l'environnement parce qu'il est trop difficile de le garder propre et qu'il prend beaucoup trop d'espace. Avec des règlements comme ça, on se demande qui est-ce qui se présenterait pour ce parti. Mais il y a quand même eu plusieurs candidats connus qui se sont présentés au fil des années. On connaît particulièrement Robert Charlebois, Michel Rivard de Beau-Dommage et Simone Monet-Chartrand également. Donc, plusieurs personnalités clés et vous pourrez voir sur Wikipédia, il y en a plusieurs autres. Bon, évidemment, le Parti Rhinocéros nous présente ça en satire. C'est de la satire politique. Le but, c'est d'avoir du plaisir et de rire. Mais il est déjà arrivé que des partis utilisent cette stratégie comme stratégie politique. Un exemple est le candidat René Lévesque, qu'on connaît tous, hein? Mais évidemment, je parle pas du René Lévesque qui s'est présenté pour Jean Lesage, là. Je parle de l'autre René Lévesque. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Non. Okay. Ben, dans le comté Montréal-Laurier, en 1960, René Lévesque se présente pour la première fois pour le Parti libéral de Jean Lesage. Mais il y a un autre candidat qui s'appelle aussi René Lévesque qui se présente pour qui se présente indépendamment. Mais on suspecte que c'est beaucoup financé par l'Union nationale. Et l'Union nationale compte sur l'analphabétisation des masses pour que les gens se mélangent et élisent le bon René Lévesque, c'est-à-dire celui qu'on connaît pas. Alors, cette stratégie, évidemment, marchera pas et René Lévesque sera élu et deviendra le politicien que, je crois, personne au Québec ne connaît pas. Mais on va... c'est la fin de cette anecdote, ma foi. Évidemment, je réitère, si vous voulez nous envoyer des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre avec
d'autant plus de fun facts qu'on va trouver sur la question. Moi, j'ai une question. Le boulevard René Lévesque, en l'honneur de quel René Lévesque, finalement? En fait, c'est en l'honneur de Dorchester, mais malheureusement, ça a été changé. Bonne réponse. On va tout de suite passer à la première chronique. Alors, Xavier, pour ta première chronique, est-ce que tu es nerveux? Fébrile. Ouais, je suis fébrile. Je peux commencer, merci. Merci, Joël. D'abord, bonjour tout le monde. Hein. En effet, c'est ma première chronique. Je vais vous avouer que oui, en effet, je suis un peu fébrile de pouvoir me joindre à vous et de collaborer à l'émission. Je dis première en faisant un clin d'œil à Joël, certainement, auquel j'ai déjà dit que j'aimerais en faire d'autres avant même d'avoir terminé celle-ci. Donc, je me garde, t'en fais pas. Ce que je souhaite apporter avec ma collaboration, c'est une analyse d'histoire urbaine de différents mouvements migratoires, de ses interactions avec la communauté montréalaise et avec la géographie de la métropole. Donc, si on parle de communauté montréalaise, la communauté polonaise de Montréal, est-ce qu'elle aurait voté pour René Lévesque ou pour René Lévesque? C'est une très bonne question. Je pense qu'elle a voté pour les deux. Donc, aujourd'hui, en effet, on va jeter un coup d'œil à la communauté immigrante polonaise, hein, ainsi qu'à son appropriation du territoire et sa relation avec le territoire montréalais. Ce qui m'a donné envie de commencer en vous parlant de cette communauté-là, c'est sa présence physique qui peut presque passer inaperçue. Hein, dans le quartier Hochelaga, Sainte-Marie, si on est inattentif, aux abords de la station du métro Frontenac, sur la ligne verte. Là, on va s'entendre, là, je dis métro Frontenac d'une manière assez anachronique. Là. Il y a pas de station fantôme dans les années 30 et 40. Là. C'est juste pour faciliter les repères des gens qui connaissent moins la géographie de la ville. Plus précisément, en fait, c'est la rencontre avec une église nationale polonaise dans ce quartier qui m'a mis la puce à l'oreille lors d'un travail que j'ai fait au bac. Nous reviendrons sur le sujet de cette église-là en particulier, car elle est tout de même centrale au développement de la communauté dans le quartier. Au niveau des sources, juste avant de commencer, l'essentiel tient dans les documents officiels du gouvernement canadien et dans les dossiers historiques des organismes polonais en terre montréalaise, qui ont quand même fait un très bon travail afin de garder la majorité de leurs sources. Très, très bonne intro, très solide. Mais c'est rodé. Mais où est-ce qu'ils vont s'installer, ces communautés-là, dans Hochelaga? Bon, on va commencer en fait par situer le mouvement migratoire, hein, plus largement dans le temps et de façon numérique. Pour vous donner une petite idée, dans les 20 premières années du 20e siècle, donc grossièrement de 1901 à 1920, on parle d'un peu plus de 100 000 immigrants issus de la Pologne qui sont arrivés au Canada. Wow. Là, je vais quand même vous dire que le gouvernement canadien a malheureusement pas les chiffres sur ceux et celles qui sont soit repartis vers l'Europe ou qui sont partis vers les États-Unis. Donc, bon, on a une lacune de ce côté-là, mais ça nous donne quand même un bon indicatif de l'importance du mouvement migratoire. Pour ce qui est d'avant 1900, les statistiques canadiennes ne font pas une très bonne séparation entre tout ce qui est russe, russo-polonais et même polonais d'un document à Londres, ce qui rend en fait l'étude quantitative vraiment plus difficile. Bref, on parle d'un mouvement migratoire qui va connaître son apogée lors du 19e siècle et qui aujourd'hui fait en sorte que selon le dernier recensement fédéral de 2011, un peu plus d'1 million de Canadiens et de Canadiennes vont se dire d'origine polonaise. Aïe, aïe. Ouais, quand même. 1 million. C'est énorme. Ou carrément des immigrants de la Pologne. C'est quand même énorme. Donc, comme j'ai dit, une bonne partie de la communauté polonaise vient de la grande migration européenne, du 19e et du tournant du 20e siècle. Cette migration polonaise-là s'insère dans les efforts du gouvernement canadien de l'époque d'attirer cette immigration-là précisément. Là, enfin, je dis précisément, on parle pas uniquement des Polonais, là, mais bien les Européens de l'Est en général. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'1 million? Pourquoi est-ce qu'un si grand nombre vient de s'installer si tôt à Montréal? Là, il faut comprendre en fait que c'est sûr que ce million-là ne vient pas s'installer. Hein, c'est des descendants pour la plus grande partie. Là. Mais je vais rebondir là-dessus afin de t'expliquer les espèces de vagues migratoires polonaises qu'on a eues ici. Je tire ça d'un ouvrage qui s'appelle Histoire d'immigration au Québec, hein, qui est sorti en 2014, que je vous conseille par ailleurs si vous voulez vous donner une petite idée des mouvements migratoires, là, qui a été dirigé par Guy Berthiaume. Guy Berthiaume qui a été bibliothécaire et archiviste pour le gouvernement canadien, donc archiviste en chef. Il décrit plusieurs vagues de cette immigration-là. La première est l'immigration pour le travail. Donc, de façon générale, le Canada avait besoin de main-d'œuvre sur plusieurs pans de son économie grandissante. Puis ensuite, il décrit une deuxième vague grâce au chemin de fer. Là, on parle de la fin du 19e siècle, hein, environ 1885, qui va d'ailleurs ouvrir la porte à la colonisation de l'Ouest et donc à l'établissement des Polonais à l'ouest de la rivière Outaouais. Ensuite, tout au long du 19e et du 20e siècle, toujours selon Berthiaume, motivé par les bouleversements en Europe, il va y avoir d'autres vagues que
en fait, je vais les décrire un petit peu, mais je vais pas rentrer dans les troubles en particulier parce que c'est pas mon sujet, en fait. C'est pas ça va être une bonne raison. Très humblement. Brièvement, on parle des troubles liés à l'Empire allemand, et donc de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale en 39 et 45, et plus généralement de l'Union soviétique sur à peu près l'ensemble du siècle. C'est donc une migration de longue haleine, j'ai envie de dire, qui a mené les Polonais vers le Canada et un peu vers Montréal. Là, par contre, je veux pas que vous partiez en vous disant que l'immigration polonaise a commencé dans cette période-là. Là. Ah non? Non, en effet. Il y a un fun fact que j'ai gardé pour vous. Il y a un premier Polonais qui apparaît dans les archives vers 1752. Wow. 1750. Oui, quand même. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je me le demande. Il serait un coureur des bois de Montréal. Un coureur des bois? Un coureur des bois polonais. Mais bon, on va se le dire, c'est assez peu représentatif de comment sont arrivés la majorité des Polonais et de l'expérience migratoire du 19e et du 20e siècle. Sinon, de l'immigration polonaise, bref, comme j'ai dit, il va en avoir un peu partout au Canada, et même que c'est quelque chose d'encore plus fréquent de l'autre côté de la rivière Outaouais. Mais là, cette immigration-là, comme tu m'as dit, il faut la situer. Hein. Ça ressemble à quoi d'un point de vue physique ou géographique? Un problème au niveau de l'étude de cette communauté-là, c'est quelque chose qu'on a fait mention plus haut, là, c'est que elle est assez intégrée avec les autres nationalités de l'Europe de l'Est. C'est une histoire qui est liée, une histoire entremêlée, donc on peut pas faire l'histoire d'une seule nationalité vraiment sans mentionner les Ukrainiens, les Roumains et les Russes. À Montréal, c'est certain qu'on va retrouver les migrants polonais au départ au lieu d'embauche assez classique de l'époque. Là, on parle de la Maine, on parle de Saint-Laurent, où il y a les grandes usines. Ah, ben oui. Par exemple, ça va, plus les quartiers vont s'industrialiser à l'est au fur et à mesure que la ville va se développer. Les quartiers Hochelaga ou Sainte-Marie, par exemple, vont s'industrialiser aussi. Puis il y aura une bonne partie de l'immigration polonaise qui va se concentrer dans ces quartiers-là et qui va s'établir de façon un peu plus permanente. Les immigrants vont alors se regrouper autour d'organismes religieux et culturels similaires pour ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, en fonction du nombre d'immigrants sur les lieux. Alors qu'il faut garder en tête que l'État n'a pas le rôle actuel en termes de gestion de l'immigration et d'intégration. C'est pas le rôle d'aujourd'hui. C'est là que va se développer en fait certains quartiers avec l'apport des communautés qui y habitent. Un apport qui est encore possible de voir aujourd'hui. Les immigrants de cette époque-là vont redessiner les rues du quartier au fur et à mesure qu'ils se sont intégrés au paysage montréalais. Donc, ils se sont vraiment très bien intégrés au paysage montréalais. Mais à quel point ils s'agrégaient ensemble? Est-ce qu'il y avait des outils d'adhésion communautaire basés, je sais pas, sur la langue, sur la religion? En fait, j'ai envie de dire qu'ils sont tellement bien intégrés que justement, si on se promène au bord du métro Frontenac, il y a des grandes chances que vous le remarquiez même pas. Mais en effet, je viens de parler d'organismes religieux, puis c'est ici que mon église du début que je vous ai parlé devient importante. C'est là que commence notre installation physique encore visible. On parle de la rue Gascon, à environ 2 minutes du métro Frontenac. Il y a l'église Notre-Dame de Czestochowa, liée à une paroisse du même nom que je ne répéterai pas pour ne pas massacrer le nom, c'est déjà une chance que je l'ai eu la première fois. Déjà très bien ici. Bref, cette paroisse-là a été fondée en 1907. Donc, c'est à peu près dans les dates qu'on a établies pour le mouvement migratoire polonais. Donc, si on veut te faire revenir pour une autre chronique, il va falloir faire une chronique sur la paroisse de Czestochowa, c'est ça? La paroisse de... Donc, cette paroisse-là, autour des années, va combattre, premièrement, pour exister, pour exister à part entière d'une paroisse plus générale qui regroupait les Européens de l'Est, et aussi pour avoir sa propre église nationale. L'Église pouvait constituer une sorte de dernier ancrage avec le pays qu'ils avaient laissé derrière eux. Un organisme qui va se battre dès le début aussi pour l'accessibilité des Polonais à un lieu de culte est la White Eagle Society, qui est d'ailleurs fondée dans les mêmes années. C'est un drôle de nom. Ben, c'est ça, justement, la White Eagle Society, à part d'avoir un nom qui sort d'un film d'espion. Là. Ah, OK. C'est un organisme culturel polonais qui a pour but de rassembler les membres de la communauté polonaise et qui a encore pignon sur rue directement sur la rue Frontenac. Donc, on est encore dans le même quadrilatère. Bref, cette église-là, qui est encore debout, c'est pas la première, mais sa construction a débuté vers 1946, alors qu'une première avait déjà été consacrée en 1917 sur la rue Montgomery, encore là 2 rues plus loin. La nouvelle église est donc un signe de l'agrandissement de la communauté, alors que la première n'était plus assez grande pour accueillir tout le monde lors des messes ou des activités. Ouais. À la même époque est fondé quelques rues plus loin l'Institut polonais des arts et des sciences au Canada, en 1947 si je ne me trompe pas. Bref, c'est donc une période clé dans la compréhension du développement et dans l'agrandissement d'une présence polonaise dans cette région-là, au sud-est de Montréal. Ben,
qu'est-ce qui arrive après ça? Est-ce que les communautés restent encore au même endroit? Tu dis qu'ils sont encore dans le même quadrilatère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces communautés? C'est vraiment une très bonne question parce qu'aujourd'hui, en effet, les quartiers Hochelaga et Sainte-Marie sont pas des quartiers qui sont reconnus pour leur présence polonaise en particulier. Là. Donc, je vais faire un saut rapide jusqu'à aujourd'hui parce que, bon, je pourrais en parler longuement de l'immigration polonaise à Montréal. Parce que l'immigration polonaise, elle a continué tout au long du siècle. C'est sûr qu'il y a eu des petites baisses. Mais grosso modo, ça a continué. Ça continue encore, mais il en reste quoi? En 2011, environ 54 000 Montréalais et Montréalaises se déclaraient d'origine polonaise. Seulement? Oui, sur le 1 million, un petit peu plus d'1 million que j'ai mentionné tantôt, là, 54 000 Montréalais et Montréalaises. Ces derniers sont toutefois plus autant concentrés dans une seule partie de la ville, comme j'ai dit. C'est ça que je me demandais. Comme ça a pu avoir été le cas lors du développement de toutes ces institutions-là. Ils sont en effet rendus à peu près aux quatre coins de la ville. Par contre, il ne faut pas prendre cette information-là comme un signe d'abandon de cette partie de la ville-là par les Polonais. Ah non? Le père Andrzej Kurin, qui est prêtre à l'église Notre-Dame de Częstochowa, explique qu'il continue d'organiser des événements culturels et religieux. Les messes de l'église seraient donc encore très fréquentes et très fréquentées. Et la White Eagle Society que j'ai mentionnée plus tôt, en fait, elle continue d'être un centre culturel très important pour la promotion de la culture et de la communauté, bien que, bon, elle n'a plus le même rôle au niveau de l'intégration des immigrants et des immigrantes, un rôle qui est pris par l'État au fur et à mesure que l'État-providence s'est développé. Il faut savoir aussi que certaines institutions, vers la fin du 20e siècle, ont commencé à être installées à l'extérieur de ce cadre, de ce petit cadre-là que je vous ai montré, là. Comme par exemple, j'ai un CHSLD polonais qui est un peu plus loin, à cheval entre le Nouveau-Rosemont et Saint-Léonard. Mais je dis ça uniquement à titre d'exemple. En bref. Ben, j'espère bien que cette chronique-là aurait pu mettre en fait des images à un mouvement migratoire qui est assez large, mais encore vraiment peu documenté, que ce soit à cause du manque de sources ou à cause des catégories beaucoup trop larges d'immigration au Canada. J'aurais pu mentionner des migrants et des migrantes très importants pour la communauté, mais j'ai préféré donner un angle un peu plus urbain et géographique à cette histoire-là, parce que ça nous permet de nous rapprocher du mouvement migratoire auquel on veut parler. Puis, si je peux me permettre une question, toi, t'es arrivé à connaître cette communauté-là juste parce que tu te promenais au métro Frontenac. Wow! Ou, je sais pas, as-tu des liens avec cette communauté? Il a vu la communauté, il a dit, oh, on dirait vraiment qu'il n'y a pas de communauté. Je pense que je vais faire une chronique là-dessus. Non, en fait, c'était pour un travail du bac. Au début, je me promenais pour trouver un lieu encore debout qui faisait la présence d'un mouvement migratoire. Puis je me suis arrêté sur cette église-là parce que je la trouvais honnêtement très jolie. Ça a commencé comme ça. Puis après, je me suis frappé au manque de sources, puis c'était moins joli. On dirait que c'est faire de l'histoire, ça. Ben, c'est justement, au manque de c'est sources. ça. Il y a surtout Magali ici qui travaille en Antiquité. Oui. En bref, je termine en vous invitant à aller voir de vous-même, en fait, ces lieux d'héritage polonais dont je vous ai parlé. C'est les lieux-mêmes qui ont façonné cette partie de la ville-là et les quartiers dans lesquels on habite. Et pourquoi pas, du même coup, en fait, profiter de la visite pour savourer une très bonne pâtisserie polonaise, juste en face du métro Frontenac. On va prendre cette offre-là, ça, c'est certain. Merci beaucoup, Xavier. Très bonne chronique. Merci. On a hâte de te réentendre avec... Est-ce que ça va être une autre communauté ou ça va être un autre aspect de la main? Non, je pense que je vais faire un portrait d'autres communautés. Parce que je veux pas me spécialiser sur une communauté en particulier. On n'a pas le droit encore de spoiler sur laquelle, hein? C'est ça? Donnez-moi une semaine. OK. Mais merci beaucoup, Xavier. Merci. On va passer en musique. Marie-Laurence, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on s'en va? On s'en va avec Ken Lo et la chanson Usine. Puis Allison est encore Allison. Le manque d'oxygène fait qu'Allison. Tout le monde a du gain, a dansé. Du monde chillin' est en congé. Sur le plafond, les yeux planchés. Les deux bottes sur le plancher. J'ai fait des stats on some dumb shit. Sur le monde qui se mange shit. Most of them citizens found. On le projet check et no design. Accroché aux branches comme un paresseux. J'peux pas t'en donner, moi. Puis j'ai garde pour le dernier break. Cassé en deux dans le babes. Puis on get
paye, dis pas que ça fait chier. Ton salaire est pas là pour réfléchir. Mets un sourire si ton gel est triste. Sur le métal, fais le réfléchir. J'fabrique des souliers, j'ai mal aux pieds. J'chill dans un fourneau en plein été. Pour m'envoyer au contrôle de qualité. J'espère que la suite a bien été. Allez-y. Overtime à la roule money club. I saw the buzz in it's up a veil. Grab the back et puis on back. Mais ça c'est pas et puis on rap. Mon gars j'ai gains en rap. C'était environ l'époque du début du trap. Bonjour et re-bienvenue à l'émission Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Alors, on va tout de suite continuer avec une chronique, ma foi, très intéressante et un tout petit peu déprimante quand même. Juste un peu. Alors, Chloé, c'est pas ton premier passage, mais on a hâte de réentendre ce que tu vas nous dire, même si c'est assez difficile comme sujet. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ton sujet, la mémoire sur les violences sexuelles de la guerre? Oui, donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler de violences sexuelles qui ont eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, vous parler de la manière dont on s'en est souvenu, ou plutôt de la manière dont on s'en s'est pas souvenu. Parce que, malheureusement, de 1945 jusqu'en 1990, c'est un silence qui est presque total, autant en Allemagne de l'Ouest que de l'Est. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet événement-là? Au printemps 1945, avec l'avancée des troupes alliées, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de vague de viols. Donc, on parle entre 100 000 et 1 million de victimes chez les femmes allemandes. Oui, c'est un grand range. Donc, ça dépend vraiment des auteurs. C'est très, très difficile à calculer, on peut s'en douter, là, avec, selon les sources. Mais on parle d'un phénomène qui serait, encore une fois, entre guillemets, commun, dans le sens que toutes les femmes allemandes ont soit vécu la violence sexuelle ou ont vécu avec la peur d'avoir cette violence sexuelle-là. Oui, parce que c'est deux côtés d'une même médaille. Oui, exactement. Donc, si elles ne l'ont pas vécu elles-mêmes, une sœur, une mère, une amie, donc c'est assez présent un peu partout autour d'elles. Donc, c'est une violence qui a été surtout à l'Est, beaucoup à Berlin. Donc, on sait que la majorité des agresseurs ont été les agresseurs soviétiques. Par contre, depuis les années 2000, on a des recherches par rapport aux autres alliés. Donc, on sait qu'ils ont également commis des crimes à l'encontre des femmes allemandes. Cela étant dit, c'est pas de ça, de l'événement en tant que tel que je veux vous parler, mais vraiment de la manière dont on s'en est souvenu. Oui, parce que c'est comme je vous disais, c'est un silence total. Et donc, je vous renvoie la question à vous, les chroniqueurs. Pourquoi vous pensez qu'un événement qui a fait autant de victimes peut être passé sous le silence pendant presque 50 ans? Je pense que ce serait la honte qui peut être associée avec c'est ça, le fait d'avoir été violé, une honte que les gens ressentent, puis aussi le fait qu'en fait, on parlait jamais de violence sexuelle avant, il y a pas si longtemps, et même encore, éditorial. Oui, donc exactement. Ce sera pas ta première morale de la journée, non, je pense. Oh non, tenez-vous bien. Donc exactement, donc la violence sexuelle de manière générale est vraiment tabou, que ce soit en fait, malheureusement aujourd'hui, mais également en 1945. Donc les victimes, elles portent une espèce de fardeau, elles ont peur de ne pas être crues, elles ont malheureusement une sorte de honte ou de culpabilité par rapport aux événements. Et de manière plus générale, la sexualité féminine n'est pas quelque chose qu'on aborde dans les années 45 ni 50, donc c'est les femmes en parlent pas et les hommes ont pas envie que les femmes en parlent non plus. Par contre, si on parle des femmes allemandes, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dire qu'elles n'ont pas du tout abordé la violence sexuelle est un peu faux, en fait, parce qu'entre 1945 et 1948, on a beaucoup de témoignages écrits de femmes. Puis ça pourrait s'expliquer, entre autres, potentiellement, par le fait que ces années-là, en fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes en Allemagne. Donc, les prisonniers de guerre allemands, les soldats allemands ne sont pas encore revenus. En fait, c'est assez lent comme processus. Donc, les femmes vont discuter entre elles, peut-être pas ouvertement, mais plus ouvertement, en fait, que dans les années suivantes, de la violence sexuelle dont elles ont été victimes. Est-ce qu'il y aurait eu des associations qui se seraient créées à ce moment-là, ou c'est vraiment juste un réseau informel? Je dirais informel. Là, c'est pas ce que je cherche. J'en ai pas entendu parler d'associations à ce moment-là. Donc, plus des discussions de quartier, des choses comme ça. Discussions de quartier, puis là, on les voit au niveau des sources, que les témoignages, 1945-48, on a des femmes qui parlent de ça, alors que dès 1950, les témoignages qui abordent la Deuxième Guerre mondiale, on ne parle plus
de violences sexuelles. Et chez les auteurs, les intellectuels, est-ce qu'il y a... Non, pas à cette faut attendre époque-là. généralement 1990 pour que les historiens s'y intéressent, à l'exception d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Suzanne Brown Miller, qui a écrit en 1975. Et si certains de ses dires sont un peu passés date, ça fonctionne pas, au moins elle en parlait. Mais quelle autre cause peut justifier l'oubli de l'histoire, parce qu'on parle littéralement des historiens qui veulent pas en parler? Oui, donc c'est pas seulement les historiens, c'est beaucoup en fait la société, et c'est beaucoup des raisons qui seraient politiques à ce moment-là. Donc sans surprise, là, un grand événement 1945-1990, dans pleine guerre froide. La guerre froide. Donc on se retrouve avec deux alliances, donc autant en RDA qu'en RFA. On veut pas parler de son nouvel allié qui est là. Question de sécurité, la sécurité financière également, on veut pas perdre cet allié-là, donc on n'en parle pas. Au niveau de la RDA, on a le nouveau grand frère soviétique intouchable, donc les seuls en RDA qui vont aborder la violence sexuelle sont les dissidents politiques, et ils ne le font pas parce qu'ils veulent une indemnisation pour les femmes ou qu'elles soient reconnues comme victimes, mais vraiment pour nuire au communisme, donc on veut nuire à l'image de l'URSS et du communisme en général. Et du côté de la RFA, donc les crimes commis par les alliés, donc américains, britanniques, français, sont beaucoup moins connus. Il faut attendre les années 2000 pour qu'on en parle vraiment. Et ce qui est resté comme image de ce côté-là, c'est vraiment l'image de la fraternisation. Donc ces femmes allemandes qui ont accueilli les soldats à bras ouverts, ô combien contentes de les voir. En fait, c'est les hommes allemands là, qui étaient un peu aigris par rapport à la fraternisation, qui ont propager un peu cette image-là. Donc, c'est en partie vrai. Là, il y a eu beaucoup de fraternisation entre les femmes allemandes et beaucoup, en fait, les Américains. Mais c'est pas le seul type de relation qu'il y a eu entre les deux. Puis c'est ça un peu qui est problématique qu'on ne parle que de ça. Et là, on parle pas de dissidence politique. On parle purement en matière économique. Que les Américains, on en parle moins des Américains que de l'URSS. Simplement, en fait, c'est moins connu. Sûr, c'est moins massif aussi comme violence sexuelle. Il y en a beaucoup plus par les Soviétiques. Et donc, en fait, on peut quand même se poser la question sur pourquoi, en fait, tout simplement, en RFA, on n'est pas allé taper sur le soviétique en disant, vous avez commis la violence sexuelle, pourquoi on n'a pas fait ça? Donc, c'est toujours une raison politique, toujours liée à la guerre froide. À partir de 1969, on a un nouveau chancelier en Allemagne, donc Willy Brandt, qui a cette volonté de rapprochement avec l'Est, donc ce qu'on appelle l'Ostpolitik. Et ce rapprochement-là va passer non seulement par une reconnaissance des atrocités commises par les Allemands contre la population de l'Est, mais également par un refus, en fait, d'aborder les atrocités commises par les Soviétiques en Allemagne, donc soit les massacres ou les viols. Parler de cela, ça serait considéré comme du revanchisme ou de l'apologétisme. Donc, on essaie de pas faire ça. Et pour ce qui est des années avant 1969, là, on parle des années 50, 60, en Allemagne, ce sont des années qui sont plutôt conservatrices au niveau des valeurs familiales, des valeurs très patriarcales, traditionnelles. Donc, c'est des années où la masculinité, en fait, passerait par cette idée de l'homme pourvoyeur, protecteur. Donc, avec cette vision-là, en parlant publiquement des femmes qui ont été violées pendant la Deuxième Guerre mondiale, on met de l'avant le fait qu'ils ont été complètement incapables de les protéger. Est-ce que cette vision de la masculinité est plus typique de l'Allemagne, de la culture allemande, ou c'est généralement répandu dans la société? Probablement assez répandu dans les années 50. Les années 50, là, ouf! C'est assez répandu dans les années 50. Je pense que dans ce cas-ci, c'est assez typique parce qu'on a aussi l'idée que la défaite, c'est associé à la féminité aussi. Donc, on veut retourner avec quelque chose de plus masculin de l'autre côté. Donc, ça fait déjà quelques minutes que je vous parle à quel point on parle pas de violence sexuelle. Par contre, ça veut pas dire pour autant que le mot viol est complètement sorti du vocabulaire pendant ces années-là parce que en fait, dans le discours public, on va parler du concept que je n'aime pas du tout, mais qui s'appelle le viol de la nation. Donc, dans cette idée-là, on se réapproprie l'expérience qui a été typiquement vécue par les femmes allemandes pour, en fait, l'apprendre pour la population au complet. Donc, ce serait vraiment les Allemands et non pas les femmes allemandes qui ont vécu des atrocités par les Soviétiques. Donc, il faut comprendre que... Oui. Oh non, excusez, c'est parce que je pense que ça invisibilise, en fait, finalement, les femmes derrière un gros concept qui finalement... qu'est-ce que ça la signifie nation. Vraiment? Ouais, c'est ça, mais c'est particulier. Donc, on invisibilise vraiment leur spécificité. En fait, c'est un crime, en fait,
à la base qui est genré. Ouais. Et avec le fait de parler du viol de la nation, ben on se retrouve avec un crime qui est plutôt politique, national, voire racial, parce qu'en fait, c'est là ce qu'on parlait, c'est du soviétique, du soldat soviétique qui est celui qui est l'ennemi. Donc qui sont depuis longtemps des bons amis de l'Allemagne, de toute façon. Oui, exactement. C'est pas un ennemi trop dur à trouver. Non, puis en général, quand on représente le soviétique agresseur qui a commis les massacres également, on prend vraiment les soviétiques asiatiques, donc ceux qui sont vraiment au niveau de la Mongolie, de l'Asie. C'est au niveau visuel, là, c'est vraiment eux qu'on accuse beaucoup parce des que crimes. les Blancs, ça ferait pas ça. Ben non. Exactement, voilà. Bravo. Tout le monde sait ça. Ouais. OK, mais ça ajoute une autre dimension. Je suis contente d'apprendre. Oui. Contente d'apprendre ça, en fait. C'est pas très étonnant, là, un peu partout, en fait, lorsqu'on regarde aussi les Américains, les années 2000, c'est vraiment les Afro-Américains qui ont été pointés du doigt, là, au niveau de la violence sexuelle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Chez les Français, ce sont les Nord-Africains. Oui. Donc, Chez les Britanniques. Les Britanniques, on le sait pas. On le sait pas. Ouais, quand je regardais les sources, je me disais, peut-être qu'on va voir quelque chose au niveau aussi des Noirs ou peut-être des Indiens ou quelque chose comme ça, mais je vois rien pour l'instant. Donc, je vous en reparlerai quand mon mémoire sera terminée. Peut-être une volonté nationaliste, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Donc, peut-être aussi juste le fait que la manière qu'on divise la cour martiale, ça peut tout simplement être le Est-ce qu'il y a le même phénomène qui se produit aussi avec les Canadiens? Canadiens aussi, on n'a rien. Donc, c'est parce que les Canadiens sont gentils, c'est bien connu. Exactement. C'est sûr. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la violence sexuelle en manière générale, les sources sont très difficiles à trouver. Ça veut dire qu'on en a quand même pas beaucoup, mais plus parce que les femmes ont plus accepté de parler contre les Soviétiques que contre les restes des Alliés. Et au niveau américain, on en a aussi quand même un peu parce que au niveau de la cour martiale, ils ont gardé vraiment beaucoup de choses. Ce qui est bien. Ce qui te permet de les étudier. Oui. Donc, c'est vraiment un peu l'idée de la ville à la nation-là, ça s'inscrit dans l'époque où l'Allemagne, c'est pas une époque très glorieuse dans les années 50, 60 au niveau de la reconnaissance de culpabilité. Donc, on le sait. Donc, oui, ils reconnaissent les crimes commis par les nazis, mais ce qu'ils ne reconnaissent avec plus de difficulté, c'est peut-être la participation de la population allemande, le fait qu'ils savaient ce qui se passait. Donc, dans cette volonté-là, on essaie de montrer la population allemande comme aussi victime. Donc, nous, le fait qu'on va aller chercher cette idée du viol de la nation. Oui, de la nation. Et ce qui est vraiment triste, en fait, dans cette situation-là, c'est que non seulement les femmes sont exclues du discours public comme victimes, mais également dans la vie privée. Donc, on se retrouve avec peu de mesures sociales, de mesures d'aide pour toutes ces victimes-là qui ont été... en fait, on parle de 100 000 à 1 million, là. C'est quand même beaucoup de femmes. Surtout, c'est pas reconnu. Exactement. Donc, tout ce qui est au niveau de l'indemnisation de guerre, on les a pas. Ce sont des crimes qui sont extrêmement violents. On a beaucoup de femmes qui sont décédées à la suite de ces viols-là, soit de leurs blessures, soit parce qu'elles ont été tuées. Mais on a également beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des blessures à vie. Non seulement psychologique, on le sait, le mariage général des années 50, c'est pas génial non plus au niveau de la reconnaissance du traumatisme, mais non plus des blessures physiques, on les reconnaît pas comme victimes de guerre. On parle aussi de toutes ces femmes qui ont été infectées de maladies vénériennes en raison de violences sexuelles. Et également, c'est difficile pour les femmes qui se sont retrouvées à être enceintes, donc suite au viol, donc elles se retrouvent avec des enfants sans père et ont, disons, de la difficulté à obtenir des indemnisations de la part du gouvernement. Par rapport, mettons, les veuves de guerre vont réussir plus facilement à en avoir. Et ce qui est vraiment très triste aussi, c'est que les femmes allemandes, il y en a quand même malheureusement un certain nombre qui ont été laissées, donc divorcées, lorsque leurs maris sont revenus parce qu'elles avaient été justement violées et qu'ils n'étaient pas capables de dealer avec ça. Donc, une gang de champions. Oui, exactement, une gang de champions. Bravo. Moi, je me demande, Chloé, si c'en est venu à passer à comme une cause nationale, justement. Ça veut dire que d'une certaine façon, c'est sorti de la sphère privée puis des témoignages entre femmes. Est-ce que c'est justement avec cet aspect médical-là, finalement, a pu contribuer à documenter d'une certaine façon? Ou? Oui, en fait, il y a une autrice en particulier qui s'intéresse, justement, elle fait son compte, elle arrive à 800 000. Et elle le fait à partir des comptes, des demandes justement d'indemnisation, demandes d'avortement, aussi par rapport à quand les femmes remplissent par exemple des demandes, on peut voir certaines ne vont pas inscrire de père ou vont inscrire carrément qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Donc c'est une source effectivement qu'on peut étudier.
à ce que je sache, c'est la seule qui le fait de cette manière-là. Les autres utilisent beaucoup plus les témoignages ou la cour martiale, justement. Donc, c'est vraiment une source intéressante, par contre. Et après la guerre froide, est-ce que la situation évolue? Après les années 90, on s'en va où? Oui, donc c'est sûr que la fin de la guerre froide, ça met la fin de ces deux antagonismes-là, donc les antagonismes d'alliance. Donc, les femmes en RDA, surtout, vont commencer à parler contre l'URSS, évidemment, ce qu'elles ne faisaient pas avant. On a aussi, on est dans les années 90, donc le féminisme en général, donc fait qu'on commence un peu plus à parler de violences sexuelles dans la société en général. C'est un moment d'histoire culturelle, on commence à ouvrir un peu l'histoire militaire, mais surtout, ce sont deux événements, en fait, qui sont pas reliés à l'Allemagne. C'est vraiment le génocide de Rwanda et le nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie ont mené à deux tribunaux internationaux dans lesquels on a reconnu le viol comme un crime de guerre. Comme un crime de guerre. Comme un crime de guerre et même comme un crime contre l'humanité. Et dans certains cas, au Rwanda, on a une personne qui a été condamnée à crime de génocide basé sur le fait qu'ils ont commis des viols de masse. Qu'ils ont commis volontairement des viols pour massacrer la population. Donc, c'est en parlant de ces événements-là, les historiens et la population générale, les juristes également, on s'est intéressé aux conflits qui avaient eu lieu avant, notamment, il y a eu l'Allemagne, mais également le Vietnam qui s'est mis aussi à être sur la map dans ce cas-là. C'est ce que je me demandais, justement, à quel point le Vietnam, on dirait, dans le cas de cette histoire-là, passe comme rien du tout, comme si ça avait rien changé. Pourtant, il me semble qu'on voyait dans la représentation populaire le Vietnam, il y avait des histoires d'atrocités, tout ça. On dirait que ça s'est pas rendu avec le viol en Allemagne. C'est pas... Non, ben c'est ça. On est sûr qu'au niveau, on a des témoignages. Aujourd'hui, on en a. Donc, ce qui est plus fiction ou témoignage. On a un témoignage qui est extrêmement populaire. Là. Il y en a même fait une pièce de théâtre à l'Espace Go il y a comme 2-3 ans. Excellent. Donc, ça s'appelle Une femme à Berlin. C'est jamais des gens qui veulent aller le lire. C'est un best-seller depuis 2003. Mais il a été publié dans les années 60. Flop total à cette époque-là. Donc, dans les années 90, ce qui sort, c'est une fois de temps en temps, il y en a qui vont en parler, mais c'est vraiment remis sous le silence assez rapidement. Il faut vraiment attendre plus tard pour qu'on en parle. Au niveau du Vietnam, je sais pas, c'est pas ma spécialité, là, ça, malheureusement un peu européen-centriste ici, là, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans les films, mais que ça se rend pas nécessairement dans le public, le discours public aux États-Unis. Par contre, on le voit, les historiens en parlent, par contre, aujourd'hui. Ça... Ben, on saura à qui faire appel la prochaine fois qu'on veut avoir des informations sur le Vietnam. Xavier, on te met là-dessus. Et d'ici à ce qu'on entende la prochaine chronique de Xavier, merci beaucoup Chloé pour ta chronique. J'ai vraiment beaucoup appris, en fait. Vraiment beaucoup. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous en avez appris beaucoup là-dessus. On va aller en musique. Marie-Laurence, où est-ce que tu nous amènes cette fois? On écoute Bags de Clairo. It's
On est toujours en ligne à l'émission Histoire de passer le temps à choc.ca et on va y aller avec notre 3e chronique de la journée avec quelqu'un qui fait des chroniques qui sont depuis aussi longtemps que son sujet lui-même. On va y aller avec Magali Lagu-Maltais qui va nous parler de la peste antonine. Qu'est-ce que c'est la peste d'Antoine? Ben ouais, c'est pas la peste d'Antoine justement, mais en fait il y a déjà quelques semaines durant l'été, c'est mon collègue chroniqueur Alexandre Billier qui a parlé au micro de l'impact des maladies et des facteurs environnementaux dans la chute de l'Empire romain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer du livre qui avait guidé sa réflexion et qui s'appelle finalement Comment l'Empire romain s'est effondré de Kyle Harper. Pour vous parler de la première grande pandémie à avoir touché le monde romain, mais en fait, c'est la première pandémie qu'on connaît grâce à des sources. Il y en a peut-être eu avant, mais on n'a pas le moyen de le savoir pour l'instant. Et cette peste antonine, de son nom, elle sévit entre 165 et 190 après Jésus-Christ. Et finalement, le nom de peste antonine, qui n'est pas celle de peste d'Antoine, réfère au fait qu'elle a eu lieu sous les règnes des empereurs de la dynastie des Antonins, plus particulièrement sous Marc Aurèle et Commode. Donc, d'où le nom de peste antonine. Ouais. Et puis, bon, c'est peut-être que vous vous doutez que c'est pas la première épidémie là, qui a frappé le monde romain et que, oups, on a une petite distraction au studio, je suis désolée. Ben oui, en fait, c'est ça. Donc, c'est pas la première épidémie qui frappe le monde romain. Il y en a eu d'autres avant. En fait, ce qui est nouveau dans le cas de la peste antonine, c'est vraiment l'ampleur du phénomène. Donc, quand on parle d'une pandémie, on parle d'une épidémie qui a une ampleur considérable, qui touche un nombre de personnes beaucoup plus important et sur un territoire étendu. Une épidémie, c'est plutôt restreint au niveau du territoire et du nombre finalement de personnes affectées. Vous pouvez penser peut-être à un exemple plus récent, la pandémie de la grippe espagnole entre 1918 et 1919, qui a parcouru le globe là, de façon fulgurante et qui a fait entre 50 et 100 millions de victimes. Donc c'est selon les estimations. Mais bien sûr, donc, avant cet épisode de 165-190, ben, les habitants de l'Empire mouraient de différentes maladies. Ces maladies-là, en fait, c'était surtout la grippe, la tuberculose, la malaria et tout simplement la diarrhée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une épidémie terrible, la diarrhée. Oui, je vais vous en parler justement. Excusez-moi si quelqu'un mange, là, je vous avertis que ma chronique est pas très ragoûtante. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les conditions sanitaires de la vie en ville et la proximité aussi des gens créaient pas des conditions très favorables pour la santé des Romains. Et d'ailleurs, imaginez que chaque jour, Rome produisait environ 45 tonnes de déchets fécaux humains. Ça, c'est sans parler des animaux. Humains. Seulement humains, ouais, et puis ça compte pas tous les animaux qui vivent dans la ville, et c'est sûr que les moyens d'évacuation de tout de cette belle bouillie sont pas très efficaces, donc ça fait... Comment est-ce qu'on les évacuait? Ben justement, il y avait des égouts à Rome, dont le plus connu est la Cloaca Maxima, là, c'est un immense égout qui, encore une fois, est une merveille là, d'architecture. C'est juste que, en fait, non mais vraiment, c'est très impressionnant, on peut aller le visiter en fait à Rome, on peut marcher dans l'ancien... Ben ouais, voilà, dans l'ancien égout. Mais le discours qu'on n'aura jamais pour de Montréal. C'est ça. Et amener des bottes, des bonnes bottes. Mais en fait, le problème aussi, c'est que on a un système d'évacuation, mais c'est pas de tout le monde. Les toilettes privées sont pas connectées là après un réseau d'égout, et c'est un égout un peu stagnant, hein, qui n'y a pas un très grand en tout cas, un très grand flot. Mais voilà, donc c'est surtout pour ça. Et donc, vous doutez bien que contamination fécale avec de l'eau qu'on boit, donc, amène beaucoup de maladies de type choléra, diarrhée et autres. Finalement, on sait aussi que par plusieurs auteurs anciens, là, comme Dion Cassius, Tacite, Suétone et Galien, que le premier siècle de notre ère n'a pas été exempt d'épidémies. Là, il y a eu plusieurs épidémies, mais toujours encore, comme je le dis, dans des régions très spécialisées, avec un nombre de victimes qui peut parfois être quand même assez important. Là, je me rappelle plus exactement, mais l'un d'entre eux mentionnait 30 000 personnes décédées à Rome, donc c'est quand même un chiffre impressionnant, mais rien de l'ampleur de la peste antonine, ça je peux vous le garantir. Mais est-ce qu'on sait comment cette peste-là a débuté? Oui et non. En fait, on a une version pour les Romains, comment ils s'expliquaient le début de cette maladie. En fait, eux, ils croyaient que c'était la conséquence de la colère d'Apollon, hein, le dieu très populaire et puissant. C'est que l'empereur Marc Aurèle
au début de son règne, il y avait un co-empereur qui s'appelait Lucius Verus. Souvenez-vous, dans le film Gladiator, c'est le papa du petit gars et le mari de Lucilla, là, mais il est mort à ce moment-là. Là. Bref, je sais pas si j'ai plus perdu les gens avec ça, mais bon. Finalement, Lucius Verus a été envoyé en Orient pour combattre les Parthes. Les Parthes, en fait, ils formaient un empire sous ce qui est un peu la Mésopotamie et l'Iran actuel. C'est un autre grand bloc qui vient se frapper à Rome de temps en temps, donc ils ont leurs petits différends. Et durant ce conflit, il y aurait eu le sac de la ville de Séleucie. Et dans cette ville-là, il y aurait eu un temple d'Apollon qui aurait été un peu bardassé dans le processus. Et là, Apollon, de pouvoir montrer sa colère, a fait surgir une sorte de nuage toxique qui aurait infecté les soldats romains et qui, eux, auraient ramené la maladie avec eux en revenant de leur campagne. Donc, on peut comprendre que la maladie vient d'Orient. Oui, probablement, mais encore là, ça marche pas ce récit-là, parce que on a déjà des signes que la maladie était déjà présente à ce moment-là dans l'Empire, plus particulièrement en Asie mineure, donc plus vers la Turquie. Donc, elle sévissait déjà avant le retour des troupes, et d'ailleurs va frapper Rome en 166. Mais avant de m'aventurer là, on a une hypothèse sur la provenance peut-être de la maladie. Dans les sources, il est mentionné qu'il y a une épidémie en Arabie en 156 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et donc quelques années avant le déclenchement de la grande pandémie dans tout le bassin méditerranéen. Et peut-être finalement c'est une première explosion du virus qui aurait ensuite voyagé par la mer Rouge, qui est entre l'Arabie et l'Égypte et qui mène justement à la Méditerranée. Et que ce serait par là que la maladie serait passée, mais encore une fois, bon, c'est pas tellement encore prouvé. Une chose est certaine, c'est qu'en 166, comme je l'ai dit, la peste atteint Rome et de là, en raison des réseaux de communication super développés, les réseaux commerciaux aussi, l'expression « tous les chemins mènent à Rome », mais tous les chemins mènent aussi ailleurs. Donc, voilà. la peste s'est vraiment répandue, là, partout. Ça va affecter beaucoup les troupes aux frontières, la Gaule, la Germanie, l'Égypte, name it, tout le monde est affecté. Et c'est les jeunes, vraiment comme les vieux, les riches, les pauvres, il y a vraiment aucun contrôle. Et il y a même une possibilité que les deux empereurs romains, Lucius Verus et Marc Aurèle, soient morts de la peste antonine, mais là encore, difficile à dire a posteriori comme ça. Mais à moins que je me trompe, la peste, ça réfère à plusieurs maladies différentes, comme il y a la peste au Moyen-Âge qu'on connaît, il y a plusieurs autres pestes. Est-ce qu'on sait quelle souche est cette maladie? Oui, bien en fait, je commence par dire que tu as raison, ça vient du latin pestis, je pense, puis ça veut dire juste maladie contagieuse. Donc c'est pas la peste comme on l'entend, là, la peste noire du Moyen-Âge, les cônes, là, puis les gens déguisés en oiseaux, entre autres. Ça, cette première peste, là, la vraie peste, va arriver seulement en Occident sous le règne de l'empereur Justinien en 541 de notre ère toujours. Là. Je vous dis que je le spécifie parce que je suis pas habituée de parler de notre ère, mais voilà. Le drame des Antiquités. C'est ça. Et dans ce cas-ci, ben ça va justement être une maladie qui est difficile à identifier en fait parce qu'on peut pas le dire avec certitude, mais il y a un suspect plus suspicieux que les autres. Quelle belle phrase. La variole est une des raisons pour lesquelles on connaît assez bien cette peste-là, la peste antonine, c'est qu'on a les sources d'un médecin superstar de l'Antiquité, Galien, qui a exercé au moment où elle a frappé l'Empire romain. Et en fait, il a laissé plusieurs récits médicaux là, dans sa vie, des œuvres médicales, mais aussi des récits des témoignages de traitement de patients affectés par la peste. Et c'est par là qu'on connaît un peu les symptômes décrits par Galien, qu'on va peut-être pouvoir un peu rapprocher avec la variole. Mais revenons-en à Galien. Juste avant de décrire les symptômes, j'ai une petite anecdote aussi là, qui est quand même assez cocasse. Je vous ai dit qu'en 166, ben, c'est Rome qui est touchée, et puis là, c'est vraiment l'explosion du virus. Mais à ce moment-là, Galien est à Rome et exerce une pratique médicale super florissante, qui est super populaire, une grosse clientèle, et il décide de s'en retourner dans sa cité natale parce qu'il y a des troupes politiques. Je trouve que ça sonne comme quelqu'un qui s'enfuit, donc comme quoi peut-être la peste a fait peur même aux meilleurs des médecins. Les superstars, c'est généralement ceux qui survivent. Oui, c'est ça. Mais il a fini par traiter des gens parce que je pense que la maladie l'a rattrapé finalement.
Et donc, si on revient à notre sujet, Galien va décrire les symptômes de la maladie comme suit. De la fièvre, suivie d'une éruption de pustules noires, une conjonctivite, l'ulcération de la trachée, des vomissements et des selles noires. Donc, au bout d'un certain temps, ils vont nous dire aussi, à peu près 9 jours dans la maladie, les pustules vont tomber et vont laisser une croûte sur la peau. Mais ça, c'est un bon signe. C'est un signe que t'es... Oui, c'est une belle croûte noire, c'est un bon signe. Oui, fait que c'est un signe que la rédemption était peut-être possible. Et après 2 jours, finalement, les croûtes un peu cicatrisaient. Et puis là, t'étais vraiment hors de danger. Donc, c'est ça comme ça qui nous décrit, très ragoûtant. En effet. Oui, et donc, Oui, excuse-moi. Tantôt, tu parlais d'une maladie contagieuse, tu as même parlé d'un nuage toxique. Est-ce qu'on pensait au miasme? Est-ce que c'était ça à quoi on pensait? Ben, en fait, c'est bien dit, là, parce que les miasmes, ça a rapport avec la théorie de la médecine antique, qui est vraiment différente de la nôtre. Mais dans ce cas-ci, Galien blâme plutôt les humeurs. En fait, c'est ça, les médecins de l'Antiquité, ils croyaient en la théorie des humeurs, qui veut que le corps soit un mélange de 4 de ces humeurs et que la santé va dépendre de leur équilibre. Alors, le traitement que Galien proposait, c'était l'assèchement des blessures parce que les gens étaient rendus trop humides par accumulation de la bile noire. Donc, ça, c'est l'humeur représentée par la mélancolie. Donc, il y avait comme un débalancement, fait qu'il fallait comme t'assécher pour que tu puisses survivre. Donc, vous comprenez un peu pourquoi c'est difficile d'identifier une maladie, de dire expressément ce que c'est la variole, par exemple, parce que les médecins de l'Antiquité voient la médecine d'une toute autre façon que nous autres et tout ce qu'ils disent, en fait, doivent être interprétés au prisme un peu de leur compréhension. Hein. Est-ce qu'on comprend vraiment bien ce que Galien nous dit? Est-ce que lui avait... finalement, peut-être qu'il décrit tout à fait une autre maladie, mais c'est juste d'autres croyances. Mais bon... revenons à notre variole, parce que justement, malgré tout, ça comporte quand même assez de ressemblances avec ce que Galien nous dit. Donc, est-ce qu'on peut peut-être faire des parallèles? Et donc, la variole, c'est une maladie qui se transmet directement à autrui par l'inhalation de gouttelettes aériennes expulsées par une personne infectée. Donc, on peut penser peut-être au rhume, là, quand on tousse dans l'air, faut tousser dans sa main, hein, ça je l'ai fait dire, ou dans son coude, encore mieux. Tout à fait. Et on est dans les recommandations aujourd'hui. C'est Merci, Dr Magali. Oui, presque. Non, c'est pas presque. Donc, la maladie prend beaucoup de temps à se manifester, en fait. Elle peut rester comme dans la personne sans symptômes 7 à 12 jours. Et c'est après ça, en fait, que ça va se manifester. Et presque toutes les personnes infectées vont tomber malades. Là, c'est super virulent. Oui. Et ensuite venait une fièvre, un état de malaise généralisé, on se sent pas bien, des vomissements, des diarrhées, des douleurs dans le dos. Et au bout de quelques jours, la fièvre va disparaître et il va y avoir des lésions vraiment douloureuses qui vont apparaître dans la gorge et dans la bouche. Est-ce qu'on peut voir là-dedans les ulcères décrits par Galien? Peut-être. Et c'est surtout l'éruption de pustules qui survient après ça et la plus grosse ressemblance, je pense, avec ce que Galien nous décrit. Les pustules vont progresser sur le corps pendant 2 semaines pour finalement former des croûtes et tomber, mais vont laisser sur le corps et le visage des cicatrices vraiment déformantes. Là, c'était marqué à vie. Donc, c'est pas très joyeux pour ceux qui survivent. Ils sont immunisés, mais un peu défigurés. Et finalement, il y avait une forme aussi hémorragique, hein, pour de mieux en mieux. Oui, une forme hémorragique de la variole qui faisait en sorte que en fait, ceux qui en souffraient saignaient de différentes parties de leur corps et parfois à l'interne. Donc, est-ce que ce serait ça que Galien décrit quand il parle de selles noires? Est-ce que c'est des saignements dans, je sais pas, le côlon, quelque chose, puis voilà, qui colore notre petite matière fécale. Et ouais, c'est tout un sujet cette semaine. Et donc, l'hypothèse actuelle, c'est que, en fait, excusez-moi, la maladie aussi, la variole tue généralement en 10 jours. Donc, c'est ça que peut-être Galien aussi décrivait après le 9e jour, que les pustules tombaient, bon, que c'était un bon signe. Et donc, le virus, on pense qu'il est peut-être originaire d'Afrique et qui était chez les rongeurs avant, mais qui aurait mué pour arriver chez l'humain et finalement nous infecter. Et c'est pour ça un peu que ça a été une aussi grosse vague de choc, parce que c'était en fait un virus nouveau. Voilà.
Et puis, juste pour en terminant, puisqu'on est un petit peu pressé dans le temps, je vais simplement vous dire, vous deviez vous demander combien de morts ça a fait tout combien? Ça. Et les estimations qui sont les plus consensuelles chez les chercheurs modernes vont de 10 à 20% de la population du monde romain, qui était de 75 millions. Donc, on parle de 7 à 8 ou 15 millions de personnes, ce qui est quand même assez considérable. Oui. Et si je peux quand même dire mon mot de la fin, là, très rapidement, eh bien, j'aimerais dire que la variole a été éradiquée en 1980 grâce à une campagne de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est important de faire vacciner ses enfants et d'éradiquer les maladies dangereuses. Voilà. Merci encore, Dr Magali. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la médecine en Antiquité, n'hésitez pas à aller écouter l'émission du 18 mars dernier où Isabelle Dufour traite du sujet. En terminant, j'aimerais dire merci à tout le monde. Alors Alexandre, JF, Xavier, Chloé, Magali et Marie-Laurence, merci à tous d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. En attendant la prochaine chronique, n'hésitez pas à aller nous trouver sur ces plateformes, n'hésitez pas à aller poser des questions historiques auxquelles on va répondre avec plaisir. Et d'ici là, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.